Rappelle la porte dans le sirote, le jour du skis quand l'admirateur qui l'a été libéré n'était pas seul. Toute la journée, au moment de la prière, il y avait avec lui le bâtiment, le Marguerite. C'est maintenant qu'ils sont là-haut, sont venus être avec lui pendant les 24 heures du ski club. Soit dans chaque soit le Moussa, soit l'arbitre santé là. La rappel dit quel est ce moment pour nous, qu'on doit savoir qu'on n'est pas seul. On a toujours le rappel qui vient avec nous. Le rappel parle beaucoup dans la Sira. Pourquoi ils ont eu besoin de venir soit dans l'armée, soit dans Jacques, soit dans Michal. Le rappel le suite. Jean-Pierre a notre force. Et quand même, ils ont été avec lui pendant le jour des skies. Le rappel a parlé aussi dans le tirage que où l'été admirateur, c'était un petit endroit très sombre, sans fenêtre, où l'été en présent, c'était un petit chambre. Et le rappel a dit il faut que la porte de rappel précédent, qu'il faut mesurer la pièce si c'est possible que 3 personnes vont rentrer dedans. 3 personnes physiquement, est-ce que c'était possible? Le rappel dit pourquoi 3 personnes, parce que c'est connu que le patient doit le baguette qui est venu chez moi attaquer quand il était en prison, ne sont pas venus spirituellement, sont venus habillés dans un corps. Comment ça, c'est une affaire de statistiques? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent venir encore une fois dans un corps. Dans ce cas, quand ils ont été en prison,
Chadbourg attaquait étant venus, les Bachats sur le Maguide, quand ils ont été habillés dans le corps. Pour ça, le rabbi a dit, il faut regarder si la pièce est possible là-bas, qui va rentrer 3 personnes. Ça, c'est des yanim très rouchim, qu'on sait très bien que l'autre rabbi l'a ajouté ici, et le Bachar sauve le Maguide, ils ont fait tout un prix au paradis pour que la Bouradac sorte libre. Je vais raconter une petite histoire, peut-être tout le monde connaît, mais c'est pas ligne de raconter de nouvelles histoires, même des histoires qu'on sait. C'est une chose très importante de raconter une histoire de tzadikim le samedi soir. Et cette histoire est liée avec 3 histoires. Le Baal Shem Tov, l'histoire elle est juste parce que le rabbi l'a raconté l'histoire. Parce qu'on a beaucoup de fois d'histoires de ce Baal Shem Tov qui des gens racontaient, mais c'est pas une histoire qui l'était vraiment avec tous les détails. Mais ça, c'est une histoire que le rabbi l'a racontée par après. Le Baal Shem Tov, je ne sais pas quelle année, il a construit un soukha. Et la soukha a eu plein de problèmes après le deal. La base construit un soukha historique, qu'elle n'a aucun problème. Elle a fait un soukha avec tous les problèmes. Et le Baal Shem Tov l'a dit, moi je dis qu'il est caché. La rame de la ville de Brod l'a dit qu'il n'est pas caché. Il y avait toute une grande discussion. Le Baal Shem Tov l'a dit c'est caché, le rame l'a dit c'est pas caché. C'est vraiment c'était caché sur un fil. Comme ça, je connais l'histoire. Le Baal Shem Tov rentrait avant Sukkot dans la soukha, il a mis sa main et la tête sur la table. Il a levé la nappe. Il a fait sortir un papier, un papier du ciel. Il était marqué Soukha Baal Shem Tov. La soukha de Baal Shem Tov le caché. Et c'était signé l'ange Matat. C'est connu ceux qui connaissent Chumash Rashi. En bas d'ange Matat. C'était signé par Matat. C'était un papier du ciel que la soukha de Baal Shem Tov était cachée. Et le Baal Shem Tov l'a dit que le rabbi il aura besoin de moi. Là, il est en train de dire qu'il ne peut pas manger de la soukha. Mais un jour, il aura besoin de moi. C'est tout, il n'a pas dit plus. C'était la veille de Pessah. Et on sait, malheureusement, dans le temps, il y avait un bulbul, il y avait une accusation, qu'il y avait une disparition d'un enfant non juif. Et certainement, le rabbi l'a pris pour se servir de sang pour fabriquer le matzot. C'était à le temps. C'était quelque chose de très courant dans le temps. On faisait sortir un bruit sur les Juifs et c'était des programmes.
Dans ce cas, on a fait sortir un bruit la veille de Pessah, que le rab il a tué un non-juif, un jeune, pour prendre le sang pour le match. Ça faisait le plus grand scandale. Et quelle preuve ils ont eu, les gens qui ont fait l'accusation. Et comme il y avait dans le ville à côté, il y avait un enfant qui est mort, il était enterré 2-3 semaines ou 2 semaines avant Pessah. Dans ce cas, ils sont partis dans l'autre ville, ils l'ont déterré, ils l'ont mis dans un sac, ils l'ont caché dans le jardin des rabbins. Comme ça, ils vont faire un bruit et ils vont trouver l'enfant qui est mort. Ça veut dire, par les paroles, ça va être en action. Et là, ils ont mis des gardiens partout. L'arabe, il a vu le paquet. Il a vu qu'il y en a un enfant qui n'est pas vivant. Et il ne pouvait rien faire. Et il savait très bien que la police va venir. Ils vont faire le plus grand programme. Rav, il a couru sur le Baal Shem Tov. Là, il a compris la grandeur de Baal Shem Tov. Il a couru sur le Baal Shem Tov. Il a demandé, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le Baal Shem Tov l'a dit, tu vas prendre l'enfant, tu vas laver, tu vas l'habiller comme tous tes autres enfants et tu vas le mettre au Seder. Mais le Ram a dit à Bachan, vous savez qu'est-ce qu'on peut parler? Comment on peut faire un enfant qui est plus vivant? Comment on peut l'asseoir sur une table? C'est pas possible. Le Bachan de Vladi fait comme ça. Comme il n'a pas eu impossibilité, il a fait comme l'argent de l'a fait, et il a pris l'enfant, il a mis des habits de notre enfant, comme ça l'enfant il a eu un vue d'un enfant juif qu'il était assis avec le chat, avec qui pas avec les habits juifs comme dans le temps. Et le Rav, il était tranquille, Bachan l'a dit, et il est venu de la synagogue, il a commencé à faire le Seder, et sa femme, ses devoirs, tout le monde était assis, avec un enfant en plus. Et à peine ils ont commencé le Seder, ils ont entendu des frappes dans la porte. La police et plein de goyim qui sont venus, ils ont dit au Rav, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris un enfant pour se devenir des hommes pour faire le match. Le Rav a dit, nous, jamais dans la vie. Ils ont dit non. Les goyim qui ont fait la dame, ils ont été présents. Ils ont commencé à dire à la police que ça veut dire qu'ils disent non. On va faire la recherche partout, on va trouver le cadavre. Le Rav a dit, c'est pas vrai, je vais pas vous empêcher. Ils ont dit, on ne demande pas votre accord, on va chercher. Ils ont cherché dans toute la cour, au premier étage, au deuxième étage, et ils ont cherché partout, sous la table.
Et la table d'envie, tout le monde sont vivants. Tous les enfants sont vivants. Dans ce cas-là, pendant une heure, ils sont cherchés. Après, la police a demandé pardon à Raph. Et l'accusateur, ils ont dit quelque chose qui n'est pas vrai. Et comme ça, c'est passé la justice normale. Et l'accusateur, le gars, il est parti. La police est partie. Et comme ça, il a été sauvé d'un programme. Après, il a demandé au Bacham quoi faire avec cet enfant. Le Bacham lui a dit, dans quelques jours, parce que maintenant ils sont en train de regarder, dans quelques jours, tu vas le prendre, tu vas l'enterrer quelque part. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Dans ce cas-là, le rab, il a bien compris la grandeur de Bacham. Il a compris que c'était une fille tout à fait qui venait du ciel. Il a su que le Bacham venait de cacher. Le rab, il a dit qu'il y a 7 papiers. Il a resté après la mort de Bacham chez un des petits-enfants. Et dans la ville où il y avait ces papiers, personne ne pouvait mourir. Même quelqu'un qui était très âgé, il était très malade, c'était impossible que la malramame devienne dans cette ville. Impossible. Dans ce cas-là, quand des gens étaient malades, vraiment, c'était le moment de partir de ce monde. Et on a été obligé de faire sortir la personne de la ville. Parce que dans la ville où il y avait le papier, il y avait impossible quelqu'un qui meurt. Dans ce cas-là, qu'est-ce que fait le Kadisha? Quand quelqu'un était très malade, qu'il a voulu mourir, il ne pouvait pas. Il a fait sortir la ville, comme c'était dans une autre ville, il a pu quitter ce monde. Il avait dit qu'après, avec le temps, le papier a été perdu. Mais c'était un papier qui est venu de ciel, qui était marqué sur le Bacham. Gaucher, c'est né le malfaiteur. Le rabbi a parlé très longuement de cette histoire. Il a demandé pourquoi le Bacham a dû construire un soukha qu'il a pas de problème, même si c'était caché. Mais il a pu faire un soukha normal. Le rabbi a dit, comme tous les cas de journaux qui étaient marqués dans le temps, ça arrive en pratique. Pour ça, ce cas-là, la Bacham l'a dit amener en pratique un soukha comme il est marqué dans le journal pour montrer que ce soukha le cache. Et après, le rabbi l'a dit, si où il y avait le papier, les gens ne pouvaient pas quitter ce monde. Et dans ce cas, c'est très bien pourquoi il a dit sortir des villes à l'autre. Et le rabbi a dit que quand arrive le temps, c'est le moment de quitter ce monde. C'est pas le moment que ça va là, c'est important d'allonger.
tandis que la comme des gens étaient âgés, ils ont dû quitter le monde, ils ont dû les faire sortir de cette ville où il y avait le papier. Ça veut dire que c'est mal entendu l'histoire quand j'étais petit. Mais après, le rap et la côté, ça veut dire que c'est des résultats tout à fait exacts sur la grandeur de Bachung. Chaim. And you can quelqu'un de très important, quelqu'un qui étudiait beaucoup, mais il était très pauvre. Parti Baal Shem Tov, et Baal Shem Tov il a dit écoute Rebzev, c'est le moment maintenant de marier ta fille. Alors il a appelé, il a dit écoutez, il a dit au Baal Shem Tov, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Baal Shem Tov il a dit c'est d'accord, c'est rien, mais c'est le moment. Puis le Baal Shem Tov il a insisté plusieurs fois, et toujours il dit mais j'ai rien, je peux pas. À un moment donné, le Baal Shem Tov il a été beaucoup plus consistant. Il lui a dit écoute, c'est déjà le shidur de ta fille doit être maintenant, c'est déjà marqué dans le ciel, alors écoute, ce que je vais prendre en main, tu vas prendre des shlichim qui vont être chez des gens qui vont présenter, puis après ça va se faire, tu verras, ça va se faire. Alors le Baal Shem Tov a payé des shlichim, ils sont partis voir des chatranim, et effectivement on a rencontré une personne, une fille, un garçon pour son fils qui était bien, qui était dans une ville voisine, et par les conditions du mariage, c'était qu'il devait donner 2000 roubles. Ça veut dire que la dot devait être de 2000 roubles. Mais en vérité, il n'avait rien. Alors il est parti au Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov dit laisse tomber, laisse tranquille, ne t'en fais pas, ça va se faire. Bon. Puis le temps il est passé, le temps il passe, et les parents du Khatan n'avaient pas de nouvelles. Ils ont commencé à écrire comment ça se fait, on n'a aucune nouvelle de vous, même pas vous avez envoyé un cadeau. Donc il est venu avec la lettre chez Baal Shem Tov. Baal Shem Tov il a dit ne t'en fais pas, c'est pas grave, c'est pas grave, ça va se faire. Bon,
Alors il attend encore, il n'y a pas de réponse du Rav Zev. Quelques semaines après, les parents, ils enlèvent les parents du Khatan, ils envoient encore une lettre. Alors il dit comment ça se fout, même pas vous répondez. Alors écoutez, c'est pas compréhensible. Alors là, il commence à avoir peur, il apporte, il vient chez le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov dit, c'est pas grave, laisse-toi tranquille. Donc il reste encore pendant 2 semaines sans donner des nouvelles. Et alors là, vraiment, les parents du Khatan nous écrivent, écoutez, normalement, on sait que vous êtes une personne bien, et là, on n'a pas du tout de nouvelles. Vraiment, ils vont jusqu'à dire, on va casser le mariage, casser les fiançailles. Là, il commence vraiment à avaliser, il va chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, écoute, c'est pas grave, tu vas leur dire que pour le cadeau et tous les préparatifs des fiançailles, ça va se faire juste avant le mariage. Et quand ils viendront, ne t'en fais pas, tout va se régler. Alors, alors là, il est tranquille, il leur répond ça. Effectivement, quelques semaines avant le mariage, les parents du Khatan écrivent, voilà, maintenant c'est bien le mariage, on va arriver. Et il n'avait toujours rien, il n'avait rien, pas un sou, rien du tout. Alors il arrive chez le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il dit, écoute, ne t'en fais pas, tu vas leur dire qu'ils doivent venir 3 jours avant le mariage, là on va faire en grand le fiançailles, et tout ce qui n'a pas été fait, on va le faire 3 jours avant le mariage. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Effectivement, alors il leur répond, donc les gens ils savent que c'est quelqu'un d'important, Rav Zev c'est pas n'importe qui, donc finalement, effectivement, 3 jours avant le mariage, ils envoient une petite lettre à Rav Zev, on arrive. Il avait toujours rien. Il va chez le Baal Shem Tov. Là, il va lui montrer au Baal Shem Tov. Il n'a rien. 3 jours avant le mariage. Et il rencontre une personne qui veut aussi voir le Baal Shem Tov en même temps. Et ils font la route ensemble, avec le petit chemin en chambre, parce qu'il habitait pas loin du Baal Shem Tov. Et le monsieur était venu pour une bénédiction parce que son fils était gravement malade. Donc il rentre chez le Baal Shem Tov. Avant Rav Zev, ils étaient ensemble, quoi. Et là, le Baal Shem Tov, avant qu'il commence à parler, il dit, je vais te raconter une histoire. Alors il dit, donc il écoute, il dit, il y avait un monsieur qui faisait du commerce avec du bois. Et il gagnait sa vie avec du commerce avec du bois. Et une fois, il a eu une très grande commande des Prussiens. Une très grande commande de bois. Et il a eu 40 000 comment dirais-je, 40 000 pièces d'argent. Il a fait une affaire mais grandiose. Il était tellement content, il est rentré chez lui, il y avait le cocher, et avec le cocher, ils ont fait le chemin, vraiment, c'était quelqu'un maintenant de riche. Et le cocher, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un goy. En vérité, le cocher, c'était un brigand aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? De route en route, il l'a amené dans la forêt, il a sorti, et il a dit, maintenant, tu vas me donner tout ton argent, les 40 000 pièces que tu as gagnées. Alors, il lui a dit, écoute, je te donne la moitié. Il lui a dit, non, non, tu me donnes la moitié, tu me donnes et je te laisse en vie. Donc, il lui a donné tout. Il lui a dit, écoute, je ne peux pas te laisser en vie. Pourquoi je ne peux pas te laisser en vie? Parce que tu vas te plaindre à la police. Alors là, il a vu que c'était son dernier jour. Il a dit, écoute, laisse-moi simplement le temps de prier. Je vais demander à Dieu pardon sur tous mes péchés, puis après tu feras ce que tu voudras. Il a commencé à faire un vidouille, tachanou, il a commencé à prier. Seulement ce que le gars, il ne savait pas, c'est qu'il y avait un policier de la forêt qui était pas loin Quand il a entendu les pleurs du juif, c'était un bruit qu'il ne connaissait pas. Donc il a accouru, quand le gars il a vu, le cocher il a vu qu'il y avait un policier qui venait, il s'est sauvé. Le juif il lui a raconté, dans le vidouille, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon Dieu, si tu arrives à me sauver, je te donne 10% de tout ce que j'ai gagné. Les 10% des 40 000 pièces, je les donne tout de suite à la tzedaka. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a fait pas pendant sa prière. Donc il y a le policier qui est arrivé, et quand le policier est arrivé, donc le cocher s'est sauvé, et il a raconté au policier qu'est-ce qui se passe. Le policier, il a rattrapé le gars, il l'a mis en prison, et il a récupéré tout l'argent. Seulement le problème, c'est qu'il a oublié de donner le maaser des 10%. Il n'a pas tenu son garde. Et le Baal Shem Tov dit, à cause de ça, ce monsieur-là, il a eu son fils très malade. Alors le monsieur, il a dit, mais c'est mon histoire. Devant le Baal Shem Tov, il a dit, c'est mon histoire. Il a dit, bon écoutez, excusez-moi, tout de suite je donne le maaser. Il lui a dit, ben, tu vas le donner à Rav Zev qui est là. Et comme ça, il a marié tout son...
Une fois, il y avait Rav Yonah Lebner, c'est un chassid, un élève du Baal Shem Tov. Et lui, il a fait, à ce moment-là, il y avait beaucoup de guerres civiles en Pologne, énormément. Et eux, ils avaient beaucoup de bétail. Ils ont décidé de vendre du bétail pour je sais pas si c'était pour ne pas garder la marchandise. Et ils ont commencé à partir une grosse partie du bétail à travers les pays où il y avait énormément de brigands. Et effectivement, il y a des brigands qui ont attrapé ce bétail-là et ils l'ont pris. Alors, ils ont dit on va essayer une deuxième fois faire le voyage. Seulement, le frère, il a dit écoute, avant de faire le voyage, ou bien tu vas commencer à faire le voyage, et moi je vais chez le Baal Shem Tov, je vais lui demander une bracha. Il est parti donc le frère il a commencé le voyage, le deuxième départ, et lui est parti chez le Baal Shem Tov. Quand il a rencontré le Baal Shem Tov était en train de faire Netilat Yadayim, il lui a proposé de faire la même chose, ils ont mangé, il a mis à table, et il lui a dit pourquoi il venait. Le Baal Shem Tov il a dit c'est dommage, s'il m'avait dit ça avant son départ, j'aurais surveillé depuis le début. Maintenant on va voir. Il a pris un zouar, il a regardé, il a dit ça y est, le bétail ne va pas être pris par les bandits, il va aboutir. Alors le frère de Rav Yonah, il était un petit peu étonné comment le Baal Shem Tov, il avait un zouar. Alors il a dit, tu sais, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé la première lumière, Dieu il a vu que la lumière était bonne. Et il a décidé que cette lumière-là, il va la donner au Mashiach quand le Mashiach va venir. Seulement en attendant où il l'a mis dans la Torah. Alors que cette lumière-là, on peut voir depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Alors j'ai regardé dans la Torah, qu'est-ce qu'il en était du troupeau de ton frère. Et j'ai vu que le troupeau de son frère, il aboutit. Alors voilà, c'est pour ça que tu es. Et là, la place. En place. Vas-y, toi. On a une histoire que le fait du Rebbe, le Rabbi Rayat, c'est raconté dans l'Ipto du Bourub. C'est une histoire qui touche qui tient à cœur, ça les touche quoi. Et on voit à quel point la chayout qui est montée sur nous, donc Hachem la Chafidé Chabad, nous a montré Hachem par rapport au lien de l'Imoua Torah, comment on doit montrer, comment on peut éclairer. L'Admour Adaken, quand il sort, je crois que c'était avant, je crois qu'il était en prison. Il était dans une ville comme ça, c'était en hiver, c'était au mois de 13 juin, c'était en hiver. Il raconte le Rabbi Rayat qui est passé comme ça par une ville. En réalité, c'était le Maguid qui devait avoir une certaine shlichut. Où à l'époque, c'était des shlichuyot cachés comme ça. Que le Maguid lui a envoyé comme ça des espions, des chassidim, si on peut dire littéralement des espions.
pour montrer aux opposants en Mitnagdim que les Chassidim avaient étudié aussi, et que c'était loin d'être des rigolos. Et alors à ce moment-là, l'Admour Azaken, bon, il passait par une ville comme ça, une grande ville de Mitnagdim à l'époque d'opposants, c'était la ville de Shklov. Et quand il est passé là-bas, hein, alors c'était un soir d'hiver comme ça, il demande où c'est la choule. Donc la choule, le grand Beth Midrash du Mitnagdim, comme ça le Rabbi Rahat se raconte. Et enfin la choule, quoi, c'est dans la choule. Et il va dans la choule, on lui montre où c'est la choule, il rentre dans la choule. Et bon, discrètement, il se met à se réchauffer du froid. Et soudain, il raconte là-bas qu'il y avait un des Shavashim du Beth Midrash, un des responsables qui s'occupait du Beth Midrash, qui était d'ailleurs un grand Marquis Sofrin, qui était quelqu'un de Hachem qui était riche, qui était très riche, et qui avait une main large, on peut dire. Il aimait recevoir les passantes et tout qui passaient dans le village. Et j'ai vu ça, mais sur le grand particulier, c'était des érudits. Alors il raconte qu'à l'époque, si on peut dire, le Kvod Torah, parenthèse, ça veut dire que c'était quelque chose de très respecté. Donc quand il voyait un Oréar Tamid Chacham, un invité qui était un érudit, alors il l'invitait, c'était très spécial. Et lui, il était très riche. Et pendant 30 ans, il avait travaillé, je crois, il raconte comme ça le Rabbi Rahat. Et il avait ses enfants, après il a laissé ses enfants. Et lui, il restait étudier la Torah, et pendant plus de 20 ans, il a étudié. Ce shamash en question, qui n'était pas le rab de la synagogue, c'était seulement le shamash qui s'occupait de la synagogue, du Beth Midrash. Il a étudié pendant plus de 20 ans. Et le Rabbi Rahat s'est dit c'est devenu un grand Talmid Chacham parce que ses enfants après ils travaillaient, lui il restait étudier. Et il aimait beaucoup recevoir des invités. Alors il voit comme ça, bon, lui il ne savait pas que c'était l'Admour Azaken. Un jeune avraire comme ça, un jeune avraire comme ça, de 26-27 ans comme ça, avec une barbe, il le voit dans le froid comme ça, cafou, ça veut dire il le voit comme ça, glacé dans le froid. Bon, il se regarde se réchauffer, il lui allait lui demander est-ce qu'il t'approche de lui comme ça pour lui dire bonjour. Bonsoir, il lui dit est-ce que vous avez où dormir? Et il commence à lui poser une question à Limoud pour voir si c'était un Talmid Chacham. Et lui, le Rabbi Rahat se raconte comme ça, il avait une question assez costaud. Parce qu'à l'époque, bon, au Hachem, ça a étudié quoi. Donc il avait une question assez costaud. Et je crois dans un Tosfot, je sais pas quoi, il dit là-bas le Rabbi Rahat, dans Echin, je crois là-bas, un Tosfot dans Echin très très dur, ou dans Choulin, je sais pas. Et là-bas, il dit, ou un Rashi, je crois, dans Hérouvin. Je crois qu'il dit un Rashi dans Hérouvin. Il dit là-bas, c'était un truc très très dur. Et il a dit, il n'osait pas déranger le rab de la Keila, c'est-à-dire de la ville, quoi. Qui était d'ailleurs un très grand Talmid Chacham, je pense que c'était le Abedin. Et il ne veut pas le déranger parce qu'il était assous dans son limoud. Et il savait que quand il étudiait, il ne fallait pas le déranger, quoi. Les rabbanim à l'époque, il ne fallait pas les déranger. C'était les rabbins. Bon, ainsi de suite, je continue pas. Et il dit qu'il ne fallait pas le déranger pendant son limoud. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été posé cette question pour voir si bon, vous avez étudié en fonction de Keilou, si on peut dire, il va lui donner une meilleure invitation, je sais pas quoi. Il savait pas que c'était Admour Azaken, il croyait que c'était un jeune avraire, bon, il paraissait très simple. Et l'Admour Azaken, avant déjà qu'il pose la question, il a dû lui dire 2-3 mots. Et l'Admour Azaken, en tant qu'avraire pachout, je précise, il continue, il lui répète Baal Pé, les mots du Rashi, les mots du Tosfot. Alors lui maintenant, la Gemara, comme s'il avait la Gemara devant lui, comme ça, Baal Pé. Alors lui il comprend pas, il voit comme ça, il est étonné. Il dit, alors celui-là il faut pas que je le loupe, il faut que je l'invite quoi. Il faut que je le prenne chez moi, et en tout cas comme c'est un Talmid Chacham, alors je vais prendre vraiment, je vais vraiment m'occuper de lui comme il faut. C'est une mitzvah, pas être un Talmid Chacham comme ça, je croyais que c'est juste un passant. Et après il voit comme ça, après il était Beit Palout, il voit comment il a répété comme ça, Baal Pé, les mots par cœur, comme ça, la Gemara, le Rashi, tout ça, comme s'il avait la Gemara devant lui. Il voit comme ça, il comprenait pas, il savait pas qui c'était qu'il avait en face de lui, il croyait que c'était un bon. Et après, alors, tout le Beth Midrash était au courant, il y a un grand chadaram, il y a un grand bruit. Toute la choule était au courant, et à l'époque, bon, au Hachem, ça fusait, quoi, ça étudiait jour et nuit, raconte comme ça le Rabbi Rahat. Il y avait des chevrot, il y avait si on peut dire, des groupes qui étudiaient le soir. Il y avait à Khatzot, il y avait un relais, après la nuit, ceux qui venaient le matin, à 3h du matin, ils venaient pour ceux qui se levaient comme ça le matin. Et ça étudiait toute la journée, toute la nuit, ça veut dire, il y avait du monde qui est venu voir comme ça, du monde qui est venu voir. Et ils étaient surtout soudain, ils sont tous rassemblés autour d'Admour Azaken comme ça. Et là, ils commencent à lui poser des questions dans Choulin, dans des trucs très très durs avec le Véchet et tout, de la bête, avec le gésier de la bête, des trucs très durs dans l'Almara. Sanhedrin, Choulin, ça commence à fuser partout quoi. Et l'Admour Azaken il répond comme ça avec une yachroute, avec une droiture comme ça. On sent que c'est limpide, on sent qu'il n'y a pas de couchotte, il n'y a rien du tout. Alors ils étaient comme des fous et tout, il lui dit, alors il a insisté avec lui, il lui a dit bon, l'Admour Azaken dit moi je reste à la choule, demain je dois repartir. Il lui fait non, il a fait tu viens chez moi et tout. La main elle avait insisté,
Et à la fin, il a dit on va te faire un comment on dit, un shulchan, un truc, on va te faire, voilà, on va te faire donner un shiur, on va vous expliquer comment t'as appris la marade, ça et tout, parce que c'est très spécial, on n'a jamais connu une manière d'apprendre comme ça. De manière simple, on voyait que en général chez eux, c'était toujours les pilpoulim, les gros trucs et tout ça. La Mourad Akan c'était simple, on voyait que les plus gros trucs, c'était vraiment le ktsot, les tivot, on voyait que c'était simple, comme ça sortait, le shulchan arouz. Quoi? C'était pour à toi. Pour les Piroshim, je pense qu'aussi il disait que voilà, que il disait tout d'une manière claire. Et on voyait il que c'était... dit que ça, Non, il dit pas, il dit les Piroshim, il dit les mais toi, Piroshim. t'as dit que ça. Ah, non, il dit C'est tout. après un peu, tu crois pas que c'était pas après? Je pense que ça... C'était pas après un petit peu là, Ah ouais, c'était après, je sais pas, moi il y avait les Piroshim, en tout cas c'était très... Prendre l'habitude, quand on raconte une histoire d'un rappel, on n'ajoute pas. Alors on dit quand même que quand il voyait ça et tout, on va lui dire que il a un shiur ça et tout, et finalement ils ont demandé de donner un grand shiur ça et tout. Et à la fin, bon, ils étaient impressionnés ça et tout, et la Mourad Akan il est reparti. Donc quand il est reparti, ils se sont rendus compte que, et après ils ont su par la suite, mais même cher c'était la Mourad Akan. Et grâce à ça, on raconte qu'après il y a eu beaucoup de talmidim, non le Rav de la Kehila, la communauté et tout, le Rav de la ville quoi à l'époque, qui s'appelait, il dit comme ça Rav Yosef Kolbo, je crois, il parle beaucoup de Rav Eraz, il dit tous ces talmidim, Rav Pinchas Ratzes, ils sont rapprochés, après ils ont vu que, et grâce à ça, ça a rapproché beaucoup de gens à la Chassidut, la Mourad Akan a fait le Cheder Aleph, Cheder Bet, ainsi de suite. Pinchas Reis? Il était pas à Vilna, Pinchas Reis? Je crois, c'était avec le... C'était avec l'histoire de... À Vilna, c'était pour... Mais culture, en tout cas, au Hachem, Biscout, qu'on a vu que, voilà, ça veut dire... ça a permis de... On voit de là cette histoire que... On doit savoir clair.
Il y a un rave qui avait l'habitude, dans les années 64 à 85, de partir souvent en Russie. Il s'appelle le rave Tels. Excusez-moi si j'écorche son nom, c'était une erreur de ma part. Et le rabbi avait pour habitude, lui ne prévenait jamais le rabbi quand il partait en Russie, mais il recevait un émissaire à la maison qui lui remettait à chaque fois des paires de tefillin, des sidurim et des mezuzot. Un jour, l'émissaire est venu juste avant le départ et a remis un tanya. Et l'émissaire du rabbi a demandé, s'il vous plaît, quand vous voyagerez, vous voyagerez avec le tanya et vous garderez le tanya avec vous. C'était une demande particulière, puisque d'habitude avant il n'y avait que des objets de pratique qu'il devait remettre aux gens là-bas. Voyager avec le tanya, ça lui a émis des questions, il a douté pendant un petit moment, il a dit d'accord, je vais le prendre, si le rabbi demande, alors je vais le prendre. Il s'est rendu en Russie, et comme d'habitude, il a transmis les tefillin, les mezuzot. Et à un moment donné, il sort de la grande choule, c'est la seule qui était ouverte à l'époque, et je rappelle juste le contexte, c'est un régime soviétique de l'URSS, donc il n'y avait plus un KVD, c'était le KGB directement, tout était surveillé, tout, mais lui avait la possibilité de rentrer les trucs sans qu'on pose de problème. Bien entendu, lui-même sur place ne faisait pas trop de politique. Il sort de la choule après Maariv, il rentre dans une ruelle pour rejoindre son hôtel et il se fait agresser par deux personnes qui lui mettent une cagoule sur la tête, ils le mettent dans une voiture et l'embarquent avec lui. Après quelques kilomètres d'avoir roulé, ils sortent de la voiture, ils le rentrent dans une maison, ils lui enlèvent la cagoule et ces jeunes-là lui expliquent qu'ils font partie du mouvement Chabad, mais pour éviter tout contact et de pactiser avec, entre guillemets, de se faire arrêter pour collaboration avec les gens sur place, alors ils ont préféré le kidnapper. Quand ils l'ont kidnappé, ils lui ont expliqué qu'en fait, qu'ils avaient deux grandes questions à poser au rabbi et qu'il fallait absolument y répondre. Alors le Rav Tels n'avait pas l'habitude d'apprécier ces missions-là, de retourner et de partir. Il dit on n'a même pas le temps d'attendre la venue d'un nouvel émissaire du rabbi pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'il parte et qu'il pose la question. Mais comme toi tu voyages plus souvent, alors peut-être que tu vas pouvoir nous aider. Il a dit écoutez, je vais voir. Et le premier a posé la question, voilà ce qui se passe. Il y a en ce moment le KGB qui arrête beaucoup de gens pour poser des questions et tout. Et moi, je fais partie des gens qui doivent être arrêtés. Est-ce que je dois rester sur Moscou ou bien est-ce que je dois partir en province? Mais si je pars en province, je ne vais plus aider mes compatriotes juifs, Miftaïm, mais pas mal de choses comme ça. Le deuxième pose une question et il dit est-ce que je dois partir? Il y a beaucoup de gens qui en ce moment demandent des permis pour partir de l'étranger. Pour partir, il faut quitter son travail, il faut tout quitter, après demander son permis et à ce moment-là partir. Il a dit mais si jamais je fais une demande, j'arrête de travailler et qu'elle m'est refusée, alors à ce moment-là je vais me retrouver sans travail, sans rien et sans parnassa. Alors le Rav Tels, vraiment surpris de ces questions-là, il a dit écoutez, comment puis-je vous aider et tout. Il a dit je suis très embêté et tout ça et je ne sais pas quoi faire. Il a dit ça me fait penser à quelque chose de bizarre. L'émissaire du rabbi, quand il m'a demandé les paquets que je suis venu avec, il m'a laissé un tanya que je devais avoir sur moi. Je vais vous le donner à lire, on ne sait jamais, peut-être que je ne sais pas ce qui se passe. Si on me l'a donné et on m'a dit de le garder sur moi et que vous êtes venu à moi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Ils ont commencé à tourner les pages du tanya. Et c'était la première fois que le rabbi avait donné un tanya en petite édition. Vous savez, comme cela, comme les petits en rouge. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait deux pages
qui étaient encore nées. La première qui disait « il faut vite partir », donc ça répondait à la question du premier qui disait « dois-je rester ou m'enfuir en province ?» et le deuxième qui qui parlait de la montée en Eretz Israël. Les deux pages du Tanya où c'était marqué. Alors, je ne vous cache pas que je n'ai pas retenu exactement les références des corrections de paragraphes là. Qui le frère de Rav Groner, Rabbi Yitzhak, une fois il est entre les Yechidot chez le Rabbi. Comme il est dans la Yechidot, Rabbi il a demandé qu'il fait un arrêt à Singapour. Alors lui, il a demandé qu'il fait un arrêt à Singapour. Comme il va partir en Australie, il a demandé qu'il fait un arrêt à Singapour. Lui, il était comme ça, il donne le Rav Yitzhak, il est comme ça, Choshev, il dit, c'est une mission un petit peu cachée, il raconte en yiddish le mot, c'est un petit peu différent. Mais... Et comme ça, Choshev, il réfléchit, comme ça, sur le cas de Rabbi, il a demandé, il va faire, il n'y a pas de doute, mais c'était juste un truc. Et là, le Rabbi regarde vers lui et il dit, mais si tu vas au Sderot, tu n'es pas tout seul. Je pense que c'est ça que j'ai retenu, tu n'es pas tout seul. Et lui, il était tellement ému que Rabbi, qui va avec lui, il a sorti des chidot en arrière comme ça, et tout pleurant comme ça, il est sorti. Et il y avait une autre histoire qu'il y a un shaliach qui avait un gvir, un homme riche, qui aussi il a demandé au shaliach, pourquoi tu ne viens pas avec moi à ce match de baseball? C'est un match de jeu en Amérique. Et le shaliach, il ne savait pas s'il doit aller comme un shaliach, aller dans un jeu de baseball, dans un stadion. Il était hésité, alors il a demandé au rabbi qu'est-ce qu'il faut faire. Et le rabbi il a dit, pour aller à l'invitation, c'est à vous de décider si vous acceptez ou acceptez pas. Mais sachez-vous, si vous allez, alors je viens avec toi ou je ramène, vous ramenez moi avec toi aussi. C'est-à-dire, comme le Rabbi, les gens qui vont au Shlichut, ils ne sont pas tout seuls au Shlichut. Il a mis un lien avec la paracha qui Yaakov il a envoyé les malachim, dans la paracha on va, mais lui il vient derrière, il ne laisse pas les la même chose, comme tout le monde chosrim et qui nous ashluchim, on a cette paracha comme ça, alors c'est cette nekuda qui Rabbi raconte dans un Frambigen aussi, que sur le Rabbi précédent, qui Rabbi dit, c'est même pas que les shluchim qui sont shluchim rasmi, que les vrais shluchim que c'est envoyé par, c'est celui-là qui sache que le Rabbi il est aussi, même chaque homme et chaque femme, dans tous les juifs dans la terre, ils savent que c'est son travail à lui, à rapprocher un autre juif et faire le travail ils savent que c'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Même un gars qui n'est pas shaliach, il n'est pas tout seul.
C'était juste au début de la guerre ou un tout petit peu avant. Et le rabbi précédent, il a dit non. Et le fils, il a vraiment insisté. Le père ne voulait pas qu'il parte parce que le rabbi précédent, il a dit non. Et le fils, il a vraiment insisté. En fin de compte, il n'a pas écouté ni le rabbi précédent, ni son père. Il est quand même parti. Il est parti, il a pris un bateau. Il y a, je sais pas, à l'époque, c'était pas des missiles, c'était des torpilles, ou je sais pas, des choses comme ça. Le bateau, il a reçu ça, et le bateau, il a coulé avec tout le monde. Et ils sont tous partis. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après, quand ça prenait le père, il a eu du temps à savoir ce qui s'était passé, mais il l'a su. Il était allé revoir le rabbi précédent, il lui a dit « Pourquoi tu m'as pas dit ce qui allait se passer? Là, peut-être j'aurais pu enfermer mon fils ou faire n'importe quoi. » Le rabbi précédent lui a répondu comme ça, il lui a dit qu'il allait partir de ce monde, ça je ne savais pas. Mais qu'il ne devait pas partir, ça je savais. Sinon, il y a une autre histoire comme ça, c'était au Vietnam, à l'époque, il y avait la guerre du Vietnam, et il y a quelqu'un c'était un juif qui était dans l'armée américaine, je ne sais pas si c'est lui ou ses parents, qui sont allés voir le rabbi, et ils lui ont demandé une bracha pour que le fils y revienne, parce qu'il était obligé de partir, il était aux États-Unis, c'est des engagés dans l'armée. Et le rabbi, il a donné une bracha, mais il lui a dit qu'il fasse toujours, quoi qu'il arrive, Netilat Yadayim. Quoi qu'il arrive, quand il veut manger du pain, qu'il fasse Netilat Yadayim, qui passe jamais sur cette mitzvah. Et quelques mois après, il était là-bas, et je ne sais pas si c'est quelques mois ou une année après, à chaque fois il se rappelait qu'il fallait faire Netilat Yadayim. Et un jour, il devait manger, mais il n'y a plus d'eau, ils n'avaient plus de réserve d'eau. Et il devait manger, tout le monde mangeait sans les autres mangeaient normalement. Et lui, il allait manger, puis il s'est rappelé que le rabbi lui avait donné la consigne de faire Netilat Yadayim. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti du campement, et il a marché, il a trouvé un petit ruisseau, il a fait Netilat Yadayim en faisant Tfilat Yadayim, on peut changer un peu la formule, et ça revient au même. Et il a fait motzi, il a mangé, et puis après il est revenu, il fallait marcher, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, il y avait peut-être 1 kilomètre, un peu plus, un peu moins, et quand il est revenu, le camp il a été bombardé, et il y a eu personne qui était vivant. Donc on a su pourquoi le rabbi lui a tout dit de toujours faire Netilat Yadayim là où il est. On a vu jusqu'à quel point le rabbi connaît tout, le rabbi sait tout. Il y a une histoire qui se passe vendredi après-midi, 2 heures avant l'entrée de Shabbat. C'est vendredi. Vendredi. C'est vendredi. Non, un vendredi. En Israël, en Eretz Hakodesh. Il y a un chassid qui rentre chez lui, qui est sur la route, et qui voit un chayalim qui fait de l'autostop, mais dans une route un peu dans les terres. Il n'y a pas trop de passage. Il dit, mais comment tu vas faire pour Shabbat? Toute la préoccupation du chassid qui est lui déjà en retard. A vu ce soir-là, lui dit, mais comment tu vas faire et tout? Il dit, je vais essayer le maximum de rentrer et tout, tu sais, moi je fais pas Shabbat et tout. Le maximum que je peux, j'essaye d'avancer et tout. Il dit, mais ici il y a que les quartiers religieux, machin et tout, comment tu vas faire pour sortir de la base, pour rejoindre chez toi et tout? Il dit, viens, passe Shabbat à la maison, après je te dépose le truc. Il dit, non, mais je voudrais passer Shabbat avec mes parents. Il dit, passe Shabbat à la maison, tu n'arriveras jamais chez toi. Il a donné la ville où habitaient ses parents et il a dit, tu n'arriveras jamais à temps, viens passer Shabbat à la maison, après tu rentreras tranquillement et ça te donnera l'occasion de passer un Shabbat de façon prom. Et il passe Shabbat, il voit la choule, bien entendu tous les nyanim, le vendredi soir de la choule, de voir les enfants, de rentrer à la choule,
de voir comment le repas il se passe en famille et tout ça. Il lui dit vraiment, je sais pas comment tu fais pour faire ça. Il dit, chez nous on fait juste un repas, c'est chacun dans son coin. Et il voit que vraiment il est touché par le Eitzem de Shabbat. Et il lui dit, regarde, tu sais, Abraham Avinu, quand il était dans le désert, il offrait des mets et des repas exceptionnels à des gens qui passaient par là. La seule chose qu'il demandait à la fin, c'est de payer l'addition. Alors, vu que c'était bientôt Moshe Shabbat, il dit, pourquoi tu veux que je te paye? Il a dit, oui, je veux que tu me payes comme Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand il se faisait payer, c'est quoi? Il demandait à ce qu'il fallait remercier Akadosh Baruch Hu. Alors l'autre a un petit peu rigolé, il a dit, d'accord, remercier Akadosh Baruch Hu, c'est facile. Il lui a dit, mais je voudrais que tu prennes une mitzvah sur toi. Alors ils évoquent quelques mitzvot ensemble, il dit, non, c'est trop compliqué, je sais pas lire, je sais pas, ça, je sais pas. Et lui, qu'est-ce qu'il était en réalité? Il faisait partie de Chayil Avir, l'armée de l'air, et il était dans les hélicoptères de combat. Et il lui dit, regarde, je vais t'apprendre un truc tout simple. Est-ce que le matin tu t'habilles? Il a dit oui. Il a dit, voilà, sache qu'on met d'abord chaussure droite, après chaussure gauche. On fait lacet gauche, après lacet droit. Il a trouvé tellement cette chose-là simple qu'il a dit, bien sûr que ça m'a porté. Il a dit, matin ça va, je peux mettre chaussure droite, chaussure gauche, lacet gauche, lacet droit. Il lui explique l'explication par rapport au tefillin, pourquoi la chaussure droite d'abord, pourquoi le lacet gauche alors que normalement c'est lacet droit. Il dit, ok, ça je le prends sur moi. Il lui dit, mais ne faillis jamais à ça. Et il dit, très bien, ok. Il le raccompagne chez ses parents le soir même, il se quitte, c'est tout. C'est une histoire qui était contemporaine, qui n'a même pas 10 ans. Et lui, vraiment qu'il a tellement été touché par ce Shabbat, et comment ce juif qui s'arrêtait sur la route alors que les autres ils passaient leur chemin, même pas il lui demandait ni pour Shabbat, ni quoi que ce soit, même pas il s'occupait de lui. Il a vraiment été touché sur tout le principe qui s'est passé pendant cette histoire-là, et cette rencontre. Et plein de fois il a eu des missions où il a été réveillé à très tôt le matin, où il fallait s'habiller. Et à chaque fois, il s'habillait, après il disait, oh, j'ai promis que j'allais faire ça. Il renlevait ses chaussures, il renlevait les lacets, et il remettait les chaussures droites, ce qui fait que ça lui faisait prendre un petit peu de retard sur les autres. L'armée israélienne n'est pas quelque chose de très... on n'est pas à cheval sur tous les pointillés, mais il faut respecter quand même un certain nombre de règles. Une fois, deux fois, le sergent qui s'occupait de la Gvoutsa, de la Plouga, du groupe, il l'a remis à l'ordre. Un matin, il est venu. C'était le dernier arrivé, il a demandé au chef de l'hélicoptère de décoller. Et les deux hélicoptères ont décollé. Et il lui dit, la prochaine fois, ça t'arrivera d'arrêter d'arriver en retard. Il lui dit, je sais pas ce que tu as, depuis 3-4 semaines, tu arrives tout le temps en retard le matin. Et il dit, ben voilà. Les deux hélicoptères s'envolent, ils vont en mission, et malheureusement, les deux hélicoptères se sont scratchés entre eux. C'était pas au début août, il y a quelques années, là, au Liban, là... Exactement. Et les deux hélicoptères se sont scratchés entre-temps. Tout ça pour montrer quoi? Que quand Hachem il montre sur le chemin d'un juif et qu'il lui donne l'opportunité, il ne faut jamais ne pas la saisir, bien au contraire, il faut s'agripper dessus et continuer tout le temps avec. Chaim.
Dai da 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 dai da 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 dai dai da dai 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 da dai dai da da dai 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 da 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 dai dai da dai da 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 dai dai Quand j'habitais Fontenay à l'époque, il y avait une fois au mois de juin, une fille qui m'appelle à la maison, en disant Monsieur Halimi, je voudrais absolument vous voir. Voilà, sa sœur elle était au centre aéré, donc c'est par ce pied-là, elle habitait Rony. Ils sont toujours là-bas, hein, ils sont toujours à Rony. Et elle m'a dit voilà, je voudrais vous voir, j'ai un problème très important. Elle est venue à la maison, et c'est une fille, elle avait 25 ans, mais elle avait tellement de soucis, on aurait dit qu'elle avait 30-40 ans, tellement elle était marquée par les événements. Elle dit voilà, sa mère, elle devait se faire opérer de la maladie, et les médecins ils ont dit c'est maintenant qu'on opère. Mais elle ne voulait pas. Pourquoi elle ne voulait pas? Elle ne voulait pas maintenant parce que maintenant elle avait une autre sœur qui devait accoucher et la mère elle ne voulait pas perturber l'accouchement de sa sœur. Et les médecins ils ont dit ou maintenant ou en septembre. Quoi faire? Alors j'ai dit écoutez, vous savez, on va écrire au rabbi, on va demander une bénédiction. Et de toute façon c'était sûr, la mère elle ne voulait pas et les médecins c'était en septembre. Donc l'opération ne pouvait être qu'en septembre. Et effectivement, bon, c'est passé 2 mois, septembre, octobre, elle m'appelle. Elle me dit, Monsieur Halimi, je voudrais avoir l'adresse exacte du rabbi, du bureau du rabbi. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, avant de partir, elle m'avait demandé aussi le numéro de téléphone du secrétariat. Bon. Et donc, passé juin, septembre, octobre, elle m'appelle, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais l'adresse exacte du rabbi, je voudrais envoyer une lettre au rabbi. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, écoutez, voilà, ma mère, elle s'est fait opérer en septembre. Donc, la veille, j'ai téléphoné au secrétariat. J'ai demandé une bénédiction et il y a eu une réponse tout de suite du rabbi. Le docteur aura la bénédiction dans sa main. Et le rabbi a rappelé par le secrétariat le lendemain pour savoir des nouvelles de la mère. Alors je lui dis, vous savez, c'est pas à tout le monde que le rabbi rappelle comme ça en précisant. Et elle m'a dit voilà. Et donc le rabbi, l'opération s'est bien fait. Et elle m'a dit, une semaine plus tard, elle va rendre visite à sa mère. Qui elle croise? Le médecin. Un goy qu'elle n'avait pas vu jusqu'à un moment. C'était il n'était pas juif. Elle lui a dit vous êtes la fille de madame, oui, etc. Elle dit vous savez, ça fait 15 ans que je fais cette opération. C'est la première fois que mes mains ils vont marcher tout seuls. Alors qu'elle n'avait rien dit, c'est le goy comme ça qui. Histoire? Une anecdote. C'est bien? C'est un peu raconter une histoire. C'est un jour, c'est quelqu'un de Paris qui devait voyager en Angleterre pour des affaires. Et il devait faire juste un aller-retour. Paris-Angleterre. Donc c'est un aller-retour. Donc il a voyagé en Eurostar, il prend le train et puis en allant à la gare, il s'aperçoit qu'il a oublié cette filine avec lui. Bon, c'est un juif qui mettait chaque jour cette filine avec des jeux et ça l'embêtait de voyager sans cette filine. Mais comme il voulait pas, il voulait reporter le rendez-vous en Angleterre, mais la personne là-bas qui était aussi juif, il lui dit non, faut que tu viennes, après moi je pourrais pas te recevoir, etc. etc. Donc il a voyagé, il n'a pas pu repousser son départ en Angleterre. Et donc son ami, la personne qui est en Angleterre, il dit moi je te prêterai mes filets et tu les mettras. Alors il part, il n'avait pas le temps de retourner chez lui pour prendre sa paire, et donc il part quand même en Angleterre. Il arrive là-bas. Il arrive chez lui, la première fois qu'il va acheter ce juif là en Angleterre. Et il rentre dans une belle maison très luxueuse. Il présente un peu la maison, la femme, une belle femme blonde et tout ça.
très beau, ça. Et il lui prête des tefilines. Et comme c'était le juif d'Angleterre, il était moins religieux il n'était pas très religieux. Il lui présente cette tefilines, mais il avait un doute de les mettre ou pas les mettre. Parce que bon, vu la qualité, il n'a pas voulu. Bon, il avait un doute. Il aimait quand même. Donc il met les tefilines devant. Et voilà. Et après, l'histoire se termine, il retourne à Paris, chacun fait encore ses affaires. Et quelques mois plus tard, il doit retourner, donc le juif de France, il doit retourner encore en Angleterre chez cette même personne pour encore faire des affaires. Donc il rentre chez lui et puis bon, il dit, comme il connaissait un peu les gens de la famille, de la maison, il dit mais où est la blonde, la dame que j'avais vue il y a quelques mois plus tard? Eh ben, elle est partie, je l'ai quittée. Parce qu'en fait, cette dame-là, c'était une non-juive. Et elle vivait avec ce juif-là depuis un certain temps. Et quand cette non-juive, elle a vu la personne mettre de filine, elle a eu peur. Elle a eu peur, elle a dit, mais elle a eu peur, donc elle a eu peur, elle s'est sauvée, et dans sa tête, elle s'est dit, bon, moi, j'ai pas envie de faire ma vie avec un juif qui va mettre cette filine tous les jours. Donc, grâce à le fait qu'il a oublié cette filine, sans faire exprès, il a séparé la Goya du juif. D'accord. On va même avoir cette filine. Ça rend service, c'est plutôt. Je sais pas si ça rend service, je sais pas si ça rend pas service. À l'époque, quand il y avait Minyan 17 tous les Shabbat matin, il y avait un Ferbrung après, il y avait café, soublé, donc c'était pas tous les dimanches matin. C'était vide, et là, ouais, pas tant. Ouais, 5, 6 ans. Ça va. Vous l'avez raconté une histoire, il y a quelqu'un qui était à l'époque en Russie, c'était aussi pendant la période de la guerre, et il a demandé, il a essayé de sortir de Russie, il a demandé une bracha au rabbi précédent, le rabbi précédent lui a donné une bracha, mais il a dit qu'il va réussir à sortir. Ça a été très difficile parce qu'il est passé de pays en pays, d'avoir des visas, ou passer avec un visa, ou sans visa, ou avec des passeurs. Mais il lui a dit tu passeras par Londres. Et quand tu seras à Londres, tu connais ça, et tu feras un Farbrengen. Tu quitteras pas l'Angleterre sans faire un Farbrengen. C'était au Rosh Yeshiva de New York. Comment? C'était au Rosh Yeshiva de New York. Celui qui servait du match quand chez Bracha, il donnait du... Après peut-être, non? C'est celui-là? C'est après. Parce que là c'était encore au temps du... Oui, après. Oui, après peut-être il est venu... Et bon... Et au bout de... Ça durait à l'époque, c'était pas comme maintenant, on prenait un billet d'avion, on était partout, ça a duré un mois et demi, 2 mois, 3 mois, il a réussi à arriver en Angleterre. Et là-bas, c'était un gros problème parce que c'était juste au début de la guerre encore, il n'y avait presque pas de bateau pour partir pour les États-Unis. Il y avait très peu de bateaux, et quand on trouvait une place, on la prenait à n'importe quel prix, et on ne refusait pas. Il est allé là-bas, il a fait les papiers qu'il fallait, et il est allé dans une agence, et en fin de compte, une semaine, pas de billet, une deuxième semaine, non, dès qu'il est arrivé là-bas, tout de suite, il est allé dans on lui a trouvé un billet tout de suite. Donc il devait lui rester Shabbat pour faire un Farbrengen,
Et en fin de compte, le billet, il fallait qu'il parte avant la fin de la semaine. Et il s'est rappelé que le rabbi précédent lui a dit de ne pas partir sans faire un Farbringen de là-bas. Et lui, et l'agence, enfin, je ne sais pas si c'était des agences à l'époque, où il dit, monsieur, prenez-le parce qu'il n'y en aura plus, c'est très très dur d'avoir un billet. Et bon, lui, il s'est rappelé du mot du rabbi précédent, de faire un Farbringen. En fin de compte, ça l'embête beaucoup, mais il laisse tout tomber. Et puis il reste là-bas, il reste Shabbat, il fait un Farbringen. Et puis bon, malheureusement après il n'y a plus de billets. Et aussi entre-temps, il apprend que le bateau, la même histoire que l'autre, le bateau aussi il a coulé. Et après, avec la bracha du rabbi précédent, c'était pas trop longtemps après, on lui a trouvé une place, il est parti, il est arrivé aux États-Unis. Et comme dit, c'est devenu le Rosh Hashiva qui servait il s'appelle. Le rabbi n'avait pas dit de rester Shabbat. Il a dit si tu restes Shabbat, tu fais un Farbringen. Il lui a pas dit de rester. Il a dit si tu restes. Si tu restes Shabbat, tu fais un Farbringen. Si tu es là-bas Shabbat, en fait il a dit si tu es là-bas Shabbat. Lui il a compris qu'il fallait qu'il fasse un Farbringen. C'est ça qui l'a sauvé. Vilchansky, non, c'est pas ça? Non, pas plus. Lui aussi c'est un Mashkin. Pas Vilchansky, Morozov, non? Non. Sinon il y a une autre histoire comme ça c'est... 17 aussi. Non, comment? C'est plus récent, c'est quelqu'un qui est allé voir ses parents qui vont voir le Rebbe et qui disent... qui demandent une bracha parce que leur fille elle veut se marier avec un goy, en plus un noir. Et le rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit laissez faire le mariage, il n'y a pas de problème, laissez faire. Ils ne comprennent pas, ils vont là-bas pour avoir une bracha pour que le rabbi, il a dit laissez faire, il laisse faire. Et puis bon, ils font les préparatifs du mariage, etc. Et tout va bien. Et lorsqu'ils vont pour acheter, elle, la future mariée avec le noir, pour acheter la robe de mariée, parce que bon, ça se passait comme ça, ils ont été ensemble pour la commander. Il y a toute une histoire après, quand elle a payé, elle a fait une carte bleue, et on lui a dit que c'était pas bon, que si, que ça, que c'était une fausse carte. En fin de compte, ça fait toute une histoire, et on l'a traitée de voleuse, et ça fait tout un scandale dans le magasin. Et bon, après ils sont partis, elle n'a pas pu avoir sa robe, etc. Et le noir réfléchit. Après il téléphone et dit non, je ne veux plus me marier. Il dit non seulement j'accepte de me marier avec une juive, mais me marier avec une voleuse, ça je ne peux pas. J'ai entendu comme ça. Des fois, on voit qu'une bracha du rabbi, des fois le rabbi peut dire oui, il peut dire non, c'est pas c'est la bracha qui compte. Il y a une autre histoire comme ça que j'avais entendu il y a longtemps, c'est quelqu'un qui était malade du cœur, qui est allé voir le Rebbe, et il lui a demandé un conseil, un médicament, une fois. Le rabbi lui a dit de prendre du café. Le rabbi Rachab. Moi j'entendais que le rabbi. Moi j'entendais que le rabbi Rachab. Vas-y, raconte. Il avait les mêmes techniques. Il avait les mêmes techniques. Bon, en fin de compte, il prend du café, grâce à Dieu, il a fait des traitements, et sa santé s'améliore énormément. Et il raconte à tous ses amis, et entre autres, il avait un ami qui était cardiaque, et il lui dit, bon, fais comme moi, peut-être on ne sait pas, jusqu'à présent on ne connaît pas ce médicament, on ne connaît pas les valeurs du café, toutes les propriétés du café. Lui, il prend du café, l'ami, c'est crise cardiaque, etc. Qu'est-ce que tu m'as fait faire? Et tout. Il va demander au rabbi, peut-être il va te donner autre chose, peut-être du thé ou autre chose. En fin de compte, il attend le moment où il y a une chidoute, l'ami aussi va chez le Rebbe. Et le Rebbe lui dit de prendre du café. Et en fin de compte, lui, il prend du café, et il guérit. Il ne lui dit pas comme ça. Le rabbi dit qu'est-ce que tu fais? Il dit je prends du café. Le rabbi a dit mais attends, tu sais pas que le café c'est contre le cœur? Pourquoi tu prends du café? Alors il appelle après le rabbi, maintenant tu peux prendre du café. Et quand il a pris du café. J'ai entendu ça, c'est le rabbi Rachab. Et bon, c'est une histoire du Baal Shem Tov. Donc, et après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est que c'est pas le café qui guérit. C'est que ce que donne le Rebbe, c'est ça qui fait guérir. Si le Rabbi il a dit que le café, ça fait guérir, c'est tout. Ça vient un médicament. On parle le médecin du Rabbi. Il y avait quelqu'un, il avait vraiment quelqu'un, il était mal. Le Rabbi lui a dit, tu vas chez le médecin, il va te donner un médicament. Et
il lui a donné, mais alors quelque chose de rien du tout. Mais vraiment rien. Et après, il a guéri. Et ce qu'il lui avait donné, c'était rien. Alors il a dit parce qu'en vérité, c'est la bracha du rabbi. Moi, ce que je te donne, seulement le Kelly. Alors pourquoi t'embêter avec un gros médicament? Je te donnais presque rien, je te donnais une lutte. Et donc la bracha est venue par cette... Tu veux raconter ton histoire? Il va raconter une histoire, tu vas dire. Vas-y, raconte l'histoire, raconte l'histoire. Vas-y, on t'écoute. Il y avait une fois un chassid du rabbi. C'était avant Yom Kippour. Il voulait aller chez le rabbi Israël Baal Shem Tov pour passer Yom Kippour. Et 2 semaines avant, il a pris sa charrette et il est parti parce que c'était très loin. Alors, et un jour, comme il était très fatigué, donc il s'est reposé. C'était ce soir-là que c'était Yom Kippour. Et tellement qu'il était fatigué qu'il s'est endormi jusqu'à le soir. Comme c'était Yom Kippour, alors il ne pouvait pas passer chez, Yom Kippour chez le rabbi Israël Baal Shem Tov. Alors il est allé dans une auberge et toute la nuit il a pleuré. Après Yom Kippour, il est allé chez le rabbi Israël Baal Shem Tov et Rabbi Israël Baal Shem Tov il lui a dit merci parce que tellement qu'il y avait de fautes dans cette ville que ces pleurs qu'il a fait, ça a fait monter toutes ses fautes chez Hachem. Ah, Je sais qu'une fois, Rabbi Levi Samuel, il a dit chef, le jour la veille de Yom Kippour. La veille de Yom Kippour, il dit voilà, à partir de maintenant, cette veille de Yom Kippour, chacun il va donner 2 pièces. Il va venir dans mon bureau, il va donner 2 pièces et je vais lui donner une bracha spéciale pour la Yom Kippour. Ça c'est partout on a entendu ça. Tous les gens de la ville sont passés dans le bureau du Rabbi Levi Yitzhak, un yichidout privé, 2 pièces, un pain, et en direct, le Rabbi Levi Yitzhak lui donnait une bracha la veille. Alors vraiment, c'était quelque chose de grandiose, que jamais ça s'est fait, etc. Et Rabbi Levi Yitzhak, il est resté au bureau, il attendait ceux qui n'étaient pas venus. Il y avait une veuve qui avait un enfant et qui n'avait absolument pas d'argent, vraiment pas. Elle faisait tout pour que son fils ait un chinour juif avec un melamed, etc. Donc tout petit à petit, le seul argent qu'elle donnait, elle faisait que son fils ait un bon chinour. Et vraiment, il lui restait, et cette veille Yom Kippour, il lui restait rien. Elle a tout fait. Il lui restait rien. Elle est venue, tant pis, elle est venue presque à la fin. Le Rabbi Levi Yitzhak était toujours dans le bureau, il attendait toujours les gens qui n'étaient pas venus. Elle est venue au dernier moment, elle a dit voilà, Rabbi, elle a donné une pièce, elle a dit écoutez, il me reste pour nous 2 que 2 pièces. Alors qu'il fallait 4 pièces, puisque Rabbi Levi Yitzhak, il dit non, il dit, elle le regarde, il dit non, je vous ai dit 2 pièces par personne, ça ne marche pas. Je vous ai dit 2 pièces, vous êtes 2, donc il faisait 4 pièces. Donc ça, ben, c'est pas quoi faire. Et puis le Rabbi Levi Yitzhak était intransigeant sur ça. Il veut 2 pièces par personne. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a dit Rabbi, voilà, ça y est, je sais. Moi je m'en fiche de ma fille. Tout c'est mon enfant. Alors écoutez Rabbi, ces 2 pièces c'est que pour mon enfant, bon ça fait rien. Rabbi Levi Yitzhak, là, sa tête a complètement changé. Il s'est levé. Il a dit mon Dieu, regarde un petit peu, cette femme-là, elle fait tout pour son enfant. Tout, elle laisse sa vie pour son enfant. Alors, fais que toi aussi, mon Dieu, tu fais tout pour tes enfants. Il avait attendu tout ça pour que cette femme-là, elle parle comme ça. Et grâce à ça, fait ça. Comme ça, on est... Robert Reporter. Oui. Yeah.
Yeah.